Marseille, l'une des plus anciennes villes de France. On l'appelle aussi la cité phocéenne car elle a été fondée par des marins grecs qui venaient de Phocée vers 600 ans avant Jésus-Christ. Elle portait alors le nom de Massilia. Depuis l'Antiquité, Marseille est considérée comme la porte de l'Orient. En 1843, Alexandre Dumas séjourne à Marseille. L'écrivain est déjà couvert de gloire. Il a un coup de foudre pour cette ville cosmopolite et fière. Marseille va lui inspirer son chef-d'œuvre, Le Comte de Monte Cristo. Une histoire de trahison et de vengeance implacable. Il y campe son héros, Edmond Dantès, jeune marin marseillais promis à un brillant avenir, injustement accusé de complot et emprisonné au château d'If. Il s'évadera et reviendra se venger, un héros de fiction qui fait aujourd'hui partie de l'histoire de la ville. Le port de Marseille est le rendez-vous du monde entier. C'est à l'entrée du port de Marseille, devant le fort Saint-Jean, qu'Alexandre Dumas fait débuter son roman, Le Comte de Monte Cristo. Le 24 février 1815, le Pharaon, le trois-mâts qui ramène Edmond Dantès, rentre dans le port de Marseille. C'est ici que ça s'est passé. Le pharaon est passé donc dans la passe du Vieux-Port, entre le rocher qui porte le pharaon et le rocher du Fort Saint-Jean. Et il est rentré, il a affalé, puisque là on tirait un bord en arrivant du Frioul, et il est rentré sous le vent dans la passe. Si le Pharaon et Edmond Dantès n'ont jamais existé, l'écrivain s'est inspiré du spectacle que constituaient les arrivées des bateaux dans le port de Marseille. C'est toujours une grande affaire à Marseille que l'arrivée d'un bâtiment, écrit Alexandre Dumas dans son roman. Ces jours-là, la plateforme du Fort Saint-Jean, seul lieu alors accessible au public, était couverte de curieux. Et c'était évidemment la grande promenade maritime qui permettait évidemment de venir admirer ce jeu des bateaux qui rentraient et sortaient du port, mais elle était interdite aux jeunes filles du pensionnat à cause de la tour du Fanal, tour de la Vigie, que les Marseillais avaient surnommé tour obscène à cause de sa forme, évidemment, qui aurait pu troubler les jeunes filles des pensionnats, en tout cas, vu du point de vue des curés qui les encadraient. Sur la butte Saint-Laurent, au nord, le fort Saint-Jean surplombe le Vieux-Port. Ancienne commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, il servait pendant les croisades de point de départ des troupes vers la Terre Sainte. À l'intérieur du fort Saint-Jean, on peut encore voir les vestiges de l'hôpital, d'une chapelle, ainsi que du palais du commandeur. Sur le côté, la grande tour carrée a été édifiée au XVe siècle pour protéger la ville par le roi René qui lui a donné son nom. En 1668, Louis XIV veut affirmer son autorité sur les Marseillais, trop rebelles à son goût. Il transforme la commanderie en fort, officiellement pour renforcer la sécurité du port. Louis XIV a toujours fait croire aux Marseillais qu'il faisait ce fort pour les protéger. Mais il ne les protège absolument pas puisque le fort ne voit pas la mer. Il n'a aucun rôle de protection, il n'a qu'un rôle de canon tourné vers la ville pour empêcher les révoltes. Le fort Saint-Jean garde une vocation militaire jusqu'à la Révolution française, où il devient une prison d'État. Tombé en désuétude avec le temps, il connaît une nouvelle vie depuis 2013 grâce à la passerelle qui le relie au MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, conçu par l'architecte Rudi Ricciotti. Le MUCEM est un hommage à l'Orient. Sa résille ressemble à un moucharabier qui filtre la lumière, et le musée est conçu comme une casbah, une boîte fermée autour d'une cour intérieure, dans la grande tradition arabo-musulmane. Le port de Marseille est le plus curieux que j'ai vu. On n'y rencontre pas deux personnes vêtues de la même manière. On n'y rencontre pas deux hommes parlant la même langue. Cette ouverture sur le monde ne pouvait que plaire à Alexandre Dumas, petit-fils d'une esclave noire de Saint-Domingue, dont il porte le nom avec fierté, fils du général Dumas, le premier métis de l'armée française, et lui-même Carteron.
Séduit par le mélange des populations, il donne à Edmond Dantès une fiancée venue d'Espagne. La belle Mercedes appartient au peuple des Catalans, installé alors sur cette plage qui a gardé leur nom. La colonie comptait environ 1 millier de personnes. Les Catalans étaient réputés pour être des pêcheurs exceptionnels, aux grandes dames des pêcheurs marseillais, jaloux de leur belle prise. Les Catalans dont parle Dumas, c'est une colonie de pêcheurs qui arrive en 1721, suite à la grande peste qui a décimé la moitié de la population de Marseille. Et donc ils viennent pour repeupler la ville et pour ravitailler la ville en poissons à la demande de la municipalité. Alors ils ont révolutionné la pêche traditionnelle locale en amenant la technique de la palangre. Ce sont ces longues lignes bordées de hameçons qui peuvent être soit des lignes de fond, soit des lignes entre deux eaux, tandis qu'à Marseille, on pratiquait la madrague ou la pêche au filet. Les Marseillais appréciaient les Catalans parce que c'était des honnêtes hommes qui avaient envie de s'intégrer et qui étaient surtout d'excellents pêcheurs qui ramenaient les plus belles prises aux poissonnières qui vendaient le poisson aux halles à l'époque. Les Catalans se mélangèrent si bien à la population locale qu'il n'en restait plus qu'une poignée à la fin du XIXe siècle. C'est alors la mode des bains de mer et la plage devient un lieu de loisirs. Une route est construite sur la corniche. Les Catalans sont expulsés et trouvent refuge au Vallon des Offes, un petit port de pêche sous la corniche situé sur la côte, juste après leur plage. Eugénie de Montijo, leur protectrice, épouse de Napoléon III, d'origine espagnole, leur y fit construire des cabanons. Ils s'y installent vers 1860. Alexandre Dumas, qui adorait monter à bord des barques des pêcheurs, venait y déguster des bouillabaisse. Quand Alexandre Dumas vient pour s'inspirer pour le conte de Monte Cristo, le Vallon des Offes est très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y a que des pêcheurs, quelques cabanons, et il y a quelques offiers qui travaillent également ici. C'est ce qui a donné le nom au Vallon des Offes. Donc les offiers, ce sont des gens qui travaillent à domicile et qui tissent le jonc d'Espagne, qui est débarqué ici dans le petit port. Et ils en font des scourtins, des paniers, tout ce qui va être utile pour les industries à Marseille. Le viaduc n'existe pas, il est construit plus tard. Donc on a créé une digue pour que l'eau ne rentre plus dans le port. Et on a gardé une partie de cette digue et on en a fait une piscine, une école de natation à l'époque, où les Marseillais viennent toujours se baigner aujourd'hui. En face du Vallon des Offes, à l'horizon, le château d'If. En 1843, Alexandre Dumas visite l'île, qui est alors une prison d'État de triste réputation. L'arrivée sur l'île l'impressionne vivement. Sur le bateau qui le transporte, Edmond Dantès reconnaît la sinistre silhouette. « Ah, mon Dieu !» s'écria-t-il, « le château d'If. Et qu'allons-nous faire là ?» Dès que vous croisez la silhouette du château d'If, en fait, ça y est, vous êtes captif, si vous voulez, de cet imaginaire qui ne vous quittera pas, en fait, jusqu'au retour et même un peu plus tard. Le château fut érigé à partir de 1524 sur l'île d'If, un rocher escarpé de 300 mètres qui forme avec les îles Pomègue et Ratonneau l'archipel du Frioul en plein milieu de la rade de Marseille. Un endroit très stratégique. La légende veut que François Ier prit la mesure du lieu en venant voir un rhinocéros, animal alors inconnu, un cadeau du roi du Portugal au pape Léon X, stationné sur l'île en attendant d'être remis à son destinataire. Conçu comme un fort militaire, le château d'If est un carré flanqué de 3 tours cylindriques qui contenaient une grande puissance de feu. Donc vous avez une identité militaire qui est très forte et très prononcée. Avant même de débarquer, vous voyez bien l'enceinte, les tours crénelées de la forteresse. Mais dès le XVIIe siècle, If devient une prison d'État et la bâtisse est réaménagée pour accueillir les nombreux prisonniers politiques ou de droit commun.
une hiérarchie s'organise. Au rez-de-chaussée, des cellules collectives où l'on entasse la canaille. Les conditions de vie y sont déplorables et l'espérance de vie courte. Sous l'escalier, des cachots, simples trous de la taille d'un homme, sans autre ouverture qu'un soupirail. Certains, enfermés durant des années, y devenaient fous. À l'étage, le long de la coursive, on trouve les pistoles, des cellules payantes, vastes et pourvues d'une fenêtre, et parfois même d'une cheminée. Elles sont réservées aux prisonniers riches ou illustres. Les prisonniers célèbres du château d'If, on les trouve principalement au premier étage. Donc en fait, ils ont droit chacun à une pièce, une cellule, une chambre, avec un panneau qui est en place depuis au moins 1895. Et si vous lisez bien ces panneaux, vous allez trouver en fait et découvrir les prisonniers les plus célèbres, en tout cas parmi les plus célèbres de l'histoire de France. Donc vous avez le Masque de Fer, demi-frère ou frère jumeau de Louis XIV, qui côtoie le responsable de la dernière grande peste d'Occident, l'un des plus illustres généraux de la République. Vous avez également un grand orateur révolutionnaire, le comte de Mirabeau. Et vous avez comme ça quelques personnages clés de l'histoire de France et de l'histoire aussi mystérieuse. Mais les prisonniers les plus célèbres du château d'If sont imaginaires. Il s'agit d'Edmond Dantès et de l'abbé Faria, qu'Alexandre Dumas enferma respectivement 14 et 16 ans. Prisonnier politique, l'abbé Faria donne une solide éducation à Dantès et lui indique le lieu d'un trésor qui le rendra richissime. Quand l'abbé Faria meurt, Dantès prend la place dans son linceul et est jeté à la mer. Il réussit à s'évader. Après l'immense succès du livre, un gardien eut l'idée de concrétiser leurs 2 cellules réunies par un trou par lequel ils communiquaient. Aujourd'hui, c'est pour les visiter que l'on vient au château d'If. L'imaginaire l'a emporté sur la réalité. C'est pas évident en fait de faire émerger la vraie histoire parce qu'on a en face de soi des visiteurs qui, par définition, historiquement, sont des lecteurs. Donc ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on leur parle encore de cette histoire. Donc la prison, les histoires de prisonniers, le cachot des condamnés à mort, le couloir des oubliettes sont au centre en fait, de toutes les questions, de toutes les préoccupations. Dantès est le seul prisonnier qui s'est échappé de l'île d'If. Sa vengeance accomplie, la justice triomphera. Toute la sagesse humaine est dans ces 2 mots, attendre et espérer. C'est ainsi que finit le conte de Monte Cristo. Marseille et l'île d'If ont inspiré un chef-d'œuvre à Alexandre Dumas. En échange, il en a fait des lieux mythiques et populaires, connus dans le monde entier.